Verdict de l'affaire du vol de 100 millions de francs CFA de la société chinoise Hongwei à Pointe-Noire. Acte de vandalisme enregistré au lycée technique Poitiers-Bernard à Pointe-Noire. Enfin, lancement du bureau de gestion du fret terrestre à Pointe-Noire. C'est la trame du journal Rétro du 7 décembre 2024. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité sur la chaîne du bassin du Congo. Excellent suivi. Vous avez restitué 8 600 000. Des emprisonnements de 15 ans, de travaux forcés et de 2 ans assortis du sursis, telles sont les peines globalement retenues pour les accusés dans l'affaire du vol de 100 millions de francs CFA au domicile du patron de la société chinoise Hongwei à Pointe-Noire. Cet acte répréhensif, enregistré le 4 septembre dernier, a fait l'objet d'une des grandes affaires passées en public à la session criminelle de la Cour d'appel de Pointe-Noire. La Cour d'appel de Pointe-Noire a géré cette affaire très attendue des Pontenégrins avec parcimonie pour fixer les uns et les autres sur la culpabilité ou non des présumés accusés, lesquels sont passés 3 jours sans arrêt devant la barre pour s'expliquer devant le président de la Cour, Étienne Luemba, et le procureur général, Roger Justin Itza. Et comme on a eu cet échantillon, c'est l'occasion où jamais la justice doit dire son mot. La société Hongwei a été identifiée comme cible. J'implore le fait que vous puissiez vous poser cette question le moment venu. Rappelez-vous le serment que vous avez prêté lorsque vous avez pris vos fonctions de jury. Les avocats des deux parties ont bien joué leur partition, mais finalement, le verdict est tombé. Statuant publiquement, contradictoirement, en matière criminelle en premier et dernier ressort, sur l'action publique, déclare l'accusé Badinga Bonazebi Joseph, non coupable des faits de recel de vol aggravé mis à sa charge. En conséquence, prononce son acquittement pur et simple, sans peine ni dépens. En revanche, déclare Silulu Lufuku-Drej, Mukoko Dieu merci, Binonkazi Donald, Badjengila Jordel Ange et Badinga Izariet, coupables du crime de vol aggravé et d'association de malfaiteurs mis à leur charge. Déclare Itoi Abongi Grâce coupable du délit de recel de vol mis à sa charge. En répression, leur faisant application de la loi, condamne Silulu Lufuku-Drej, Mukoko Dieu merci, Binonkazi Donald, Badjengila Jordal Ange et Badinga Izariet à la peine de 15 ans de travaux forcés. Condamne Itoi Abongi Grâce à la peine de 2 ans d'emprisonnement assorti du sursis. Condamne Silulu Lufuku-Drej, Mukoko Dieu merci, Binonkazi Donald, Badjengila Jordel Ange, Badinga Izariet et Itoi Abongi Grâce à payer solidairement à la société Hongwei représentée par Yann May la somme de 68 945 000 francs CFA à titre principal et 15 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Les inculpés ont été poursuivis pour crimes et infractions à caractère criminel. D'autres affaires sont inscrites sur la table de la session criminelle au titre de l'année 2024. 3 jours pour se pourvoir en cassation, tel est le délai fixé par la loi pour permettre aux inculpés de rebondir. Le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, a inauguré le vendredi 6 décembre 2024 les quais multivrac et multifonctions du port autonome de Pointe-Noire. C'était dans une cérémonie qui lui a permis de procéder également au lancement des travaux de construction du port de pêche industriel. 2 activités en une cérémonie ayant connu la participation d'un fleuron d'autorités gouvernementales, diplomatiques et départementales. Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire, a présenté les caractéristiques des 2 postes à quai. Nous procédons aujourd'hui à l'inauguration de 2 ouvrages. Le premier est le quai multivrac, dont le terre-plein abrite la présente cérémonie. C'est un quai, derrière moi, de 250 mètres, fondé à une profondeur de 12,50 mètres
dont les derniers 50 mètres vers le nord constituant la transition avec le futur quai de 750 mètres en voie de construction par notre partenaire Congo Terminal pour l'extension du terminal à conteneurs sont déjà fondés à moins 17 mètres. Le deuxième ouvrage, quant à lui, est implanté en fond de bassin portuaire. Il mesure 50 mètres de long et 16 mètres de large et est fondé à moins 6 mètres. Cette cérémonie marque un nouveau tournant dans le développement du port autonome de Pointe-Noire, fer de lance de la diversification de l'économie congolaise, a précisé Véronique Wagner, consul général de France à Pointe-Noire. Pour Anne Marshall, ambassadeur de l'Union européenne au Congo, le développement du port autonome de Pointe-Noire constitue une opportunité stratégique pour débloquer le potentiel économique de l'Afrique centrale. La construction du port de pêche industriel apportera une mise à niveau nécessaire à la gestion de pêche au Congo. Extrait de l'allocution du ministre des Transports. Il y a quelques années encore, ces infrastructures n'étaient qu'une idée, un projet, sur papier certainement. Aujourd'hui, nous vivons la concrétisation de cette vision. Le quai multifonction, avec la SADARS modernisée, est une infrastructure stratégique qui renforce les capacités opérationnelles du port autonome de Pointe-Noire. Le Premier ministre chef du gouvernement a ainsi coupé le ruban symbolique pour permettre la visite des ouvrages. Le Monde s'est par la suite dirigé à Songolo, où Anatole Koliné-Makosso a officiellement lancé les travaux du futur port de pêche industriel. Je suis animé par un sentiment de bonheur. Le bonheur d'avoir participé à la matérialisation d'une annonce du président de la République qui venait d'être faite il y a moins d'une semaine, lorsque, s'adressant au Parlement réuni en congrès, le président de la République faisait allusion à la mise en service des quais multifonctions au port de Pointe-Noire pour permettre à ce port de continuer à remplir sa noble mission avec la triple vocation de constituer, d'être un véritable hub de transportement, d'être une véritable porte d'entrée et de servitude de l'Afrique centrale. Soyez les bienvenus chez nous. Chez vous. En ce jour de travail à Pointe-Noire, Anne Marshall, ambassadeur de l'Union européenne au Congo, a rendu une visite de courtoisie ce vendredi 7 décembre 2024 au préfet Alexandre Honoré Paka. Visite axée sur la longue coopération entre l'Union européenne et le département de Pointe-Noire. L'hôte d'Alexandre Honoré Paka s'est aussi apaisanti sur le plan stratégique d'infrastructure et de la digitalisation de la gouvernance, cheval de bataille de l'Union européenne. Du maître du préfet, l'ambassadeur a reçu un fanion d'honneur traduisant l'hospitalité légendaire de l'autorité départementale. Anne Marshall, au sortir de l'audience. Pointe-Noire est la capitale économique du pays. Nous avons soutenu les chambres de commerce à Pointe-Noire. Et Pointe-Noire étant la porte d'entrée non seulement pour le Congo mais aussi pour la région, j'ai pu mettre à jour, monsieur le préfet, des travaux d'études dans le cadre de développement de corridors, à la fois au niveau d'infrastructures, donc corridor Pointe-Noire, Brazzaville, Kinshasa, Bangui, que ce soit sur le plan fluvial ou même ferroviaire. Et en même temps, nous sommes aussi en train de considérer des projets de boucle de l'amitié en matière de transfert d'énergie, et donc qui consiste aussi à faire une boucle entre le Congo, la DRC et l'Angola. Et tout ça, c'est évidemment pour le bénéfice du Congo, de ses populations et de son développement économique durable. Mais c'est un partenariat chaleureux, de longue date. En fait, notre partenariat a plus de 60 ans. C'est un partenariat très vibrant avec toutes les dimensions, que ce soit au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau social. L'Union européenne a développé la stratégie de ce que nous appelons le Global Gateway, qui donc vise à combler les déficiences en matière d'infrastructures dans différentes parties du monde. Et l'Afrique reçoit la part du lion
de cette stratégie du Global Gateway. Et ici, au Congo et en particulier à Pointe-Noire, nous avons des projets phares, que ce soit le développement du port, comme en matière de digitalisation, numérisation de la gouvernance. Donc tout ça, ce sont des projets en cours et qui se modernisent et qui répondent vraiment aux besoins du pays et des populations. En partenariat avec le Congo depuis 60 ans, l'Union européenne maintient le cap de sa diplomatie économique pour se faire valoir. Chose promise, chose due, le Rotary Club Pointe-Noire Ndjinji a procédé ce mardi 3 décembre 2024 à la remise d'un forage d'eau à la communauté urbaine de Tiambanzassi dans le département de Pointe-Noire, précisément à la paroisse catholique Saint-Jean-Baptiste. La remise a été faite par la gouverneure du Rotary, district 91-50, Suzanne Bell Zungukani, en présence de l'administrateur maire de la communauté urbaine de Tiambanzassi, du député suppléant de la localité, des membres de ce club Rotary et des populations. Prenons la parole en premier. L'abbé Esdras Bouenikalamio, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, a reconnu l'intérêt de cette action salvatrice tout en saluant les donateurs. Par ce geste, le Rotary vient de soulager les populations de cette contrée. Votre présence parmi nous est un signe largement révélateur de tout l'intérêt que vous portez sur notre circonscription. Et ce don d'un forage d'adduction en eau potable en est une illustration. C'est pourquoi je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour cette initiative combien louable au profit de mes habitants. Par cette action, le Rotary Club Ndjinji vient de répondre à un besoin pressant de cette population. Et par la même occasion, le Rotary Club Ndjinji a pris à bras-le-corps la question de l'eau dans ses diverses activités, ce qui est également l'une des préoccupations du gouvernement de la République. Pour la présidente du Rotary Club Ndjinji, l'impact de ce forage va au-delà de l'accès à l'eau. L'eau est la source même de la vie. Pourtant, dans de nombreuses régions du monde, l'accès à l'eau potable reste un défi majeur. Les populations vulnérables, souvent éloignées des infrastructures de base, sont les premières à souffrir des pénuries d'eau. C'est pourquoi ce forage d'eau ne constitue pas seulement une installation technique. Il symbolise un véritable espoir pour cette communauté, un espoir de santé, de dignité et de prospérité. En inaugurant ce forage, nous permettons à des centaines de familles d'avoir un accès direct à l'eau potable, un accès qui est un droit fondamental et essentiel à la vie. L'ouverture des robinets du forage par la gouverneure du Rotary District 91-50 et l'administrateur maire de la localité a donné une lueur d'espoir aux populations qui peinaient à se procurer de cette denrée de première nécessité. C'est la magie! Servir d'abord, c'est le slogan du Rotary International. Le Bureau de gestion du fret terrestre, BGFT en abrégé, organe de la Direction générale du transport terrestre du Congo, a été officiellement lancé ce jeudi 5 décembre 2024 à Pointe-Noire par le ministre en charge des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï. Lancement fait en présence des autorités locales, des corps diplomatiques et des cadres évoluant dans la chaîne des transports. Les invités dans leur ensemble ont eu droit au mot d'accueil prononcé par Mesley Ipino Kiazabou, administrateur maire du 1er arrondissement émérite Patrice Lumumba. Atali Mopaya, directeur général du transport terrestre, a dans son mot de circonstance signifié l'importance de ce projet réalisé. Ce moment marque une étape essentielle pour le développement de notre secteur de transport terrestre et plus largement pour l'économie de notre pays et de notre région. Le transport des marchandises est l'un des piliers de notre économie locale et nationale. En tant que plateforme logistique clé, Pointe-Noire joue un rôle central dans la gestion des flux des frettes reliant
l'arrière-pays aux corridors régionaux et internationaux. Cependant, comme vous le savez, ce secteur fait face à de nombreux défis, notamment en matière de coordination des flux des opérations, réduction des coûts logistiques, sécurité et traçabilité des marchandises et surtout l'intégration aux réseaux régionaux. Le lancement de ce jour répond à l'engagement du président de la République. Je voudrais tout d'abord renouveler toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai nommé Denis Sassou Nguesso, pour tous les efforts consentis dans la construction des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, maritimes et ferroviaires qui sont essentielles pour assurer le transport multimodal des marchandises, ainsi que la mobilité durable des personnes sur l'ensemble du territoire national et dans la sous-région. Le lancement ce jour du Bureau de gestion du fret terrestre répond à l'engagement du président de la République, chef de l'État, lequel nous devons traduire en actes. Après le départ des officiels, les participants ont suivi des projections vidéo sur les outils du BGFT et du document unique de transport. Le premier panel a porté sur la thématique BGFT, maîtrise et sécurité des transports de marchandises, un levier de croissance et d'interopérabilité dans la ZLECAf. Les travaux techniques de ce séminaire prendront fin ce vendredi 6 décembre 2024. Le parc national de Konkwati-Duli. Le parc national Konkwati-Duli a été au centre d'une séance de travail tenue ce 5 décembre 2024 à Pointe-Noire entre le gouvernement congolais et une délégation russo-américaine. Ce, en présence de la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo et sa collègue en charge de l'industrie touristique Lydie Pongo. Une séance de travail dominée par la présentation de cette réserve naturelle en vue de sa valorisation. Présentation faite par le conservateur. Nous avons près de 290 310 hectares de forêt tropicale. Donc c'est un centre important pour la lutte contre les changements climatiques. En dehors de la forêt, nous avons une mosaïque de savane forêt galerie. Nous avons 5000 hectares de mangroves. Et c'est le seul endroit au Congo où la mangrove est encore intacte. Prenant la parole à son tour, Rosalie Matondo a fait un bref aperçu sur les opportunités du parc, ce qui a ouvert une série de questions des partenaires répondues par les deux ministres. Le directeur du projet, Julian Palmer. Et quand le consul honoraire du Congo à Saint-Pétersbourg nous a présenté ce genre de projet que lui avait déjà commencé à travailler dessus, c'était une aubaine pour nous. Et avec le bassin du Congo regorgeant une biodiversité excellente, et c'était pour nous aussi ce besoin-là d'avoir un sens un peu mystique et magique pour implanter notre projet. A sense of mystic and specialness into what we wanted to create. Le contenu du partenariat a été développé par la ministre Rosalie Matondo. Nous avons reçu des partenaires, un consortium de groupes d'investisseurs composé des investisseurs russes, américains, australiens, des chercheurs aussi, qui sont venus dans notre pays pour explorer la possibilité de faire une grande réserve d'écotourisme dans le parc national de Konkwati-Duli. Associer la conservation à une valorisation liée à l'écotourisme et à la valorisation de ce que nous avons dans notre pays comme paysage, comme biodiversité. Donc ils sont venus pour ça. Cette séance de travail s'est achevée par une recommandation faite par les deux ministres à l'endroit des partenaires pour la feuille de route d'une prochaine rencontre. C'est bon? Oui, c'est bon. À une date donnée, s'il touche à un centime de travailleurs du secteur pétrolier, nous allons lancer quoi?
Avant l'application par le gouvernement de la République en janvier 2025 de la loi sur la caisse maladie universelle, CAMU en sigle, l'intersyndicale des fédérations du secteur pétrolier a organisé ce jeudi 5 décembre 2024 à Pointe-Noire une assemblée générale pour édifier les travailleurs sur la situation de la CAMU. Assemblée générale pour évoquer les inquiétudes des travailleurs des secteurs pétroliers et parapétroliers, manifestant aussi leur désaccord quant au prélèvement de la CAMU dans les salaires des agents. Désaccord soutenu par l'échange avec le Présidium et la lecture des courriers adressés au ministre de tutelle sans suite. Cette Assemblée générale s'est soldée par un communiqué final. L'Assemblée générale déclare 1. Le refus de s'enrôler pour le régime d'assurance maladie universelle, en sigle RAMU, pour les travailleurs du secteur pétrolier et parapétrolier, car bénéficiant déjà d'une couverture médicale et sociale excellente de la part de leurs employeurs respectifs. 2. Le non-consentement des retenues sur salaire brut de 2,27% au titre de financement de la RAMU. 3. La nécessité d'un dialogue tripartite et inclusif entre les syndicats du secteur pétrolier et parapétrolier, le gouvernement et le patronat afin d'échanger et de trouver un consensus sur la subvention de la CAMU, le champ d'application du régime d'assurance maladie universelle. Toutefois, l'Assemblée encourage le gouvernement de la République à œuvrer pour la prise en charge des couches sociales ne bénéficiant pas d'une couverture médicale adéquate. Par ailleurs, l'Assemblée décide qu'en cas de prélèvement sans consentement sur nos salaires respectifs des cotisations CAMU à compter de janvier 2025, un préavis de grève sera immédiatement activé dans toutes les entreprises, bases et sites opérationnels suivant les dispositions qui seront établies. Ainsi, pour préserver le climat social dans ce secteur si sensible pour l'économie nationale, les travailleurs du secteur pétrolier et parapétrolier demandent au gouvernement et particulièrement au ministère du Travail et de la Fonction publique et de la Sécurité sociale de convoquer à Pointe-Noire et dans les meilleurs délais une réunion de concertation avec les fédérations du secteur pétrolier et parapétrolier. Vive le syndicat, vive l'interfédé, seule la lutte libère. Pointe-Noire, nous sommes le lundi 25 novembre 2024 lorsque cet acte de vandalisme orchestré par un groupe d'élèves du lycée technique Poitiers-Bernard se produit. Des images réalisées du haut de ce bâtiment par téléphone montrant bien la détermination de ces élèves à caillasser le véhicule d'un enseignant conseiller d'études au lycée Poitiers-Bernard, lequel a été violenté par ces mêmes élèves au point qu'il a été admis dans un centre hospitalier de la place. Il s'agit de Christian Rosaire Mavungu, impliqué depuis longtemps dans la discipline au sein de cette école d'enseignement technique. Enseignant depuis 14 ans, il est devenu la cible des élèves engagés dans la violence dans cet établissement scolaire de par sa rigueur. Interrogé par nos confrères qui étaient à sa rencontre, il explique les faits après son hospitalisation. J'ai été victime d'une attaque. D'abord, il y a eu 4 élèves comme ça, cagoulés, qui sont venus s'aimer la pagaille. C'était pour attirer les autres. En fait, ils étaient entendus pour qu'ils fassent la pagaille. Donc moi, j'étais la cible, en fait. Donc, moi, quand je sors du bureau, je les vois en train de forcer la porte de la guérite. Et je m'approche donc. Ils m'ont vu, parce que tout de suite, je les avais reconnus. Ils ont fui. Et ceux qui sont restés à l'intérieur ont fait semblant de me dire « Non, monsieur, ce sont nos amis de Poitiers-Bernard. » Mais ce sont les mêmes qui ont commencé à m'attaquer. Et donc, il y a eu des jets de pierres. En face de moi, il y avait des enfants qui avaient des bouteilles cassables. Et il y avait des pelles. Et donc, j'ai eu, par la grâce de Dieu, la chance de m'échapper de là parce qu'il y a quelques élèves qui m'avaient protégé ce jour-là, qui me disaient « Monsieur, cours, cours, cours ». En fait, j'ai couru. Je voulais m'abriter
là où, en fait, dans le bureau du proviseur, quand j'arrive, la porte était fermée. Donc, il était déjà dans son bureau. Il s'est enfermé. C'est l'autre porte qui était ouverte, donc là où est les deux vagues A. Mais quand je rentre, je vois les deux vagues A, vague B, parce qu'ils étaient en train de préparer les sujets de composition. Et donc, ils étaient même surpris quand je leur dis que je suis la cible des enfants. En ce moment-là, ils m'ont dit de rester cachés. De même, il a déploré le silence de sa hiérarchie directe et reconnaît le soutien du ministère de tutelle à son égard. Le proviseur est allé même recevoir la police dehors, mais il n'a pas permis à la police de rentrer et venir faire le constat. Il n'a pas non plus dit à la police qu'il y avait un agent touché. Il ne dit pas à la police qu'il y avait une voiture vandalisée. Rien du tout. Il dit juste que c'est quelques petits cagoulés qui sont passés, ils ont fait la pagaille, mais c'est fini et maintenant il y a le calme. C'est cette attitude que je n'ai pas aimée. En plus, en partant à l'hôpital, il me remet 5 000 que j'aille me faire soigner. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête, ces enfants-là courent. Personne n'est inquiété, personne n'est interpellé. Je bénis Dieu parce que j'ai aussi touché le ministère. Il a pour son réconfort reçu la visite du président de l'Association pour la paix et le développement du Congo, APDC en abrégé, une plateforme qui entend accompagner la victime pour l'orientation, l'accompagnement et le suivi de cette affaire. Affaire à suivre. Le député de la circonscription électorale de Lumumba 3, Maurice Mavungu, représenté par son suppléant Victor Belli, a organisé le dimanche 1er décembre 2024 une marche sportive des associations couplée aux rencontres sportives de Nzango et de football. Des activités ont différé pour célébrer le 66e anniversaire de la proclamation de la République du Congo. Tout a démarré par une marche sportive sur les artères de la ville avec une escale de mémoire devant la Maison de la République. Une marche sécurisée par l'ambulance d'urgence des sapeurs-pompiers ayant débouché à l'école Charles Mignongo de l'OCH. Ici, au nom de l'honorable Maurice Mavungu, le député suppléant a lancé les rencontres de Nzango et de football. En donnant la triple dimension de l'événement de ce jour. Ces activités sportives, à savoir la marche sportive, les Nzango, les rencontres de football, s'inscrivent pour nous dans une triple dimension. La première, c'est la pédagogie de l'histoire nationale. À travers cette pédagogie, nous voulons vous rappeler l'importance de la proclamation de notre chère République et retracer son parcours pendant ces 66 années, célébré le 28 novembre dernier par le président de la République à travers son message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. Sur le deuxième plan, la consolidation du vivre ensemble. Cette célébration est aussi une opportunité pour nous à Lumumba 3 de renforcer l'unité entre nous, une pierre angulaire de notre République. Enfin, à travers ces activités, nous voulons veiller au bien-être physique. Comme vous le savez, l'activité sportive, l'activité physique est bénéfique pour la santé. Au sortir des matchs âprement disputés, Jean-Claude Mondaka s'explique. Les activités ont été organisées. Nous avons donc marché, nous avons fait une partie de la ville et nous avons fait escale au premier lieu de l'Assemblée, là où la République a été fondée, c'est-à-dire l'ancienne Assemblée nationale, qui est devenue pendant un certain temps l'Ukabu, donc l'école paramédicale Jean-Joseph Lukabu. Aujourd'hui, ça a changé. Je comprends, on a déplacé le camp. Donc pour nous, c'était un honneur, surtout pour faire connaître aux jeunes que le Congo fut créé ici. C'est-à-dire que la République du Congo fut créée ici avant les indépendances, 158.
La circonscription électorale de Lumumba 3, honorée par son député et son suppléant, n'est toujours pas restée en marche de l'appel de la République par ses contributions multiformes.